Bonjour à tous. Petite intro, on fait une série d'interviews sur un panel de validateurs afin de permettre aux délégateurs de se faire une meilleure idée de chacun d'entre eux. Et on reçoit aujourd'hui justement Aviawan afin de faire un tour d'horizon avec eux. Donc on est en présence de mon Awan, mon acolyte, pour des cryptos. Et puis on est avec Damien et Thierry pour Aviawan. Bonjour à tous. Bonjour à Bonjour. tous. Hello. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter Aviawan, son historique, également vos parcours et fonctions respectives en quelques minutes, s'il vous plaît? Tu Damien? commences, Thierry? Allez, je commence. Donc, me concernant et mon parcours, j'ai commencé les cryptos en 2017, à l'époque où le Bitcoin était encore relativement accessible et peu cher, en dessous de 5 000 $. Et ensuite, j'ai commencé à investir dans les cryptos, à m'intéresser également à la technologie, parce que j'avais un background qui était déjà technique sur la gestion de serveurs, et c'était une nouvelle technologie qui normalement allait faire une vraie révolution. Donc la révolution est bien sûr en cours. Alors, j'ai donc commencé par investir dans certaines crypto-monnaies, et au bout d'un moment, j'ai voulu revenir à quelque chose de technique, et c'est tout naturellement en fait que je suis arrivé comme validateur, puisqu'on est au cœur des blockchains à valider donc les blocs. Et c'est quelque chose que maintenant j'ai développé avec Damien, qui est cofondateur, où on est en marche depuis un peu plus d'un an. Et voilà. Moi, de mon côté, j'ai une formation en développement web. Euh, j'ai jamais vraiment travaillé dans le milieu. C'était à l'époque en 2006 et c'était le début des bases de données. Enfin, c'était tout en PHP, mettre des fichiers Excel dans des bases de données avec une interface au milieu. J'ai pas vraiment aimé. Et donc, je suis parti sur d'autres choses. J'ai créé d'autres business en relation à l'alimentation notamment. Et moi, j'ai découvert la crypto avec un des business qui exportait des produits en Australie et où on avait énormément de problèmes de trésorerie parce qu'on envoyait énormément de denrées et l'argent mettait souvent jusqu'à 6 mois pour arriver. Et ça créait des gros trous dans la comptabilité. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser sur des alternatives, sur des paiements alternatifs. J'ai découvert Bitcoin et commencé à lire le white paper. Comme tout le monde, enfin, dans la majorité, on ne comprend pas tout de suite. Ça demande du temps. Une petite graine a germé quand même néanmoins dans ma tête. Et c'est là que petit à petit, on commence à s'intéresser à la blockchain en général. Après, on découvre Ethereum et puis après, on est dedans, quoi. Et, pour tout ce qui est pour se rapprocher de la blockchain, que de mieux que d'être validateur et de mettre notre tampon sur des blocs. Ok. Et donc, vous existez depuis un an, Aviawan, dans l'écosystème Cosmos, c'est bien ça? C'est ça. Ok. Ok. Vous avez démarré sur quelle chaîne? Vous avez démarré comment? La chaîne sur laquelle j'ai démarré, c'était Archway. C'est le premier testnet, Incentive Testnet. C'est Ouais. Archway. Et ensuite, ça, donc, c'était pas un mainnet. Et le premier mainnet, ça a été Gravity Bridge. Ok. Je mets à l'écran en même temps au passage de vous poser la question. Aujourd'hui, je crois que vous validez, je parle de mainnet, une dizaine de chaînes, je crois, hein. On le voit à C'est ça. l'écran, hein, sur votre site. C'est ça. Ok. Bientôt, et bientôt, on en aura deux de plus. Enfin, on est optimiste, mais normalement, ça doit se faire. On espère être sélectionné pour OKP4 et également pour Empower. Pour Empower. Oui, Ok. Et vous vous êtes rencontrés comment tous les deux? Vous avez pas dit là, justement, parce que vos parcours respectifs, mais cette rencontre autour du Cosmos, comment ça se passe? C'est où? C'est quand? C'est quoi? Damien? C'est sur des réseaux de testnet. On était tous les deux en train de faire des testnets et de programmer à faire des testnets et on s'est rencontrés comme ça. On avait le même intérêt pour la blockchain et d'autres intérêts aussi, euh, autres liés à la blockchain. Et du coup, voilà, on a décidé de mettre nos compétences en commun et il s'avère qu'on a tout de suite, on a tout de suite senti une énergie
vraiment on travaille vraiment bien ensemble et on arrive vraiment à être productif. Et finalement, à être que deux, finalement, je trouve on a vraiment l'impression d'être finalement à quatre parce qu'on arrive à vraiment bien bosser ensemble. Donc voilà, comment ça a démarré. C'est une bonne transition vers la question qui était justement quels sont vos rôles respectifs si vous deviez avoir des casquettes un peu séparées à deux, comment vous êtes répartis un peu les choses? Je crois qu'on n'en a pas parlé encore. Eh ben, en fait, il y a deux patrons avec une seule tête. Et donc, ça, c'est Damien et moi-même. Et donc, on est tous les deux cofondateurs et pris dans les rôles au quotidien. Donc, c'est vrai que moi, je gère plus la partie technique et Damien, lui, va s'occuper plus du développement, du marketing, de la relation également qui est très importante avec les blockchains, avec qui on est en contact en direct. Donc, c'est la principale mission de Damien. Et en ce qui me concerne, c'est donc cette partie technique de veiller à ce que les blockchains soient en bon fonctionnement, que les serveurs soient mis à jour, qu'il n'y ait pas de problème technique. Et c'est vrai que c'est un duo qui fonctionne bien. En termes de liens, justement, avec l'écosystème et les projets, est-ce que vous avez des liens particuliers avec des chaînes en termes de services ou autres pour qu'on creuse un petit peu, savoir qui est un peu plus à ViaOne? Damien? Des liens, qu'est-ce que tu veux dire par des liens? Est-ce que vous êtes en lien avec des projets, soit en termes de Oui, conseils, soit en termes d'appui, de support, de communication, puisque justement ouais. tu t'occupes de cette partie-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mon travail de marketing, il vient juste de commencer, hein. Ouais. J'ai commencé en janvier. Toute l'année dernière, on s'est vraiment focus sur le côté technique et c'est seulement maintenant, là, ce mois-ci, mois de janvier, qu'on commence notre travail de marketing. Et là, en amont, on a quand même bien travaillé. On a une très bonne relation avec Bitcana, avec qui on parle souvent et où on propose des services, notamment des services VIP pour les développeurs, mais aussi on travaille beaucoup aussi sur de la communication, où on fait des interviews. On en a sorti une là justement récemment pour justement vulgariser un petit peu le projet. Et puis surtout, c'est que on se rend compte en vulgarisant que lorsqu'on gratte et qu'on parle aux gens des projets, on se rend compte il y a tout un monde derrière. Bitcana, c'est pas seulement un projet qui veut promouvoir l'achat de CBD ou de produits liés au cannabis. Ils ont un système de paiement qui est aujourd'hui fonctionnel. Ils ont un système de trace and track ou trace and track, je me souviens plus, mais c'est un système qui va permettre de suivre les produits, de la traçabilité. Ils font des NFT, enfin, je veux dire, quand tu grattes, tu te rends compte qu'ils veulent faire un projet all-in-one. Et nous, c'est ce qu'on aime bien faire. Tu vois, c'est comme si, tu vois, un projet blockchain, c'était une boulangerie. Les gens, ils passent devant, ils voient ce qu'il y a un petit peu dans la vitrine, mais ils ne se rendent pas bien compte. Et nous, ce qu'on propose de faire, c'est on rentre dans la boulangerie, on va dans les labos, dans les fournils, et là, on se rend compte, ah mais attends, la farine, elle est écologique. Ah mais attends, la fermentation, c'est une fermentation froide pour justement aider à la digestion du pain, etc. Les fruits sont locaux. Et nous, on va se rendre compte de tout ça et on va créer un petit stand devant la boulangerie et on va commencer à parler aux gens et à expliquer ce que font le projet. Et voilà, où on veut se positionner là-dessus. Et donc, avec Bitcana, on a commencé et on a une très bonne relation aussi avec OKP4, Oui. dont j'ai parlé avec le CEO il y a 2 jours. Et très bonne relation, très bon contact. Ils sont sur Toulouse et leur projet, pareil. Je pensais le connaître en lisant le white paper et je me rends compte que en faisant des démos, en faisant des trucs, le projet est énorme. Donc moi, je voudrais travailler sur la vulgarisation des projets et surtout aider à plein de gens de comprendre les projets et ce qu'ils font et ce qu'ils veulent faire. Et oui, la meilleure manière de justement de bien connaître un projet, c'est aussi au-delà des documents, c'est d'aller échanger avec eux, voire de les interviewer. D'ailleurs, comme on le voit à l'écran, hein, j'ai mis votre chaîne YouTube, je vois que vous développez aussi de la com là-dessus, dont votre dernière interview avec Bicana. Donc vous allez aussi Ouais, à participer comment? justement à produire du contenu et à donner de l'info et de la vulgarisation, de l'éducation auprès de certains Ouais. projets. Ok, cool. C'est ça. En fait, là, c'est un peu raccourci, mais après, il y a d'autres. L'ensemble des blockchains sur lesquels on valide, par exemple, il y a Aura aussi. Au passage, allez voir.
Aura Network. Et il y a effectivement plein d'autres projets sur lesquels on est en contact direct. Et on va bien sûr sortir des vidéos, des tweets. On va vraiment dynamiser, prendre de l'ampleur sur le côté marketing et news. Ok, ok. En termes de liens, je crois que vous êtes aussi un peu modérateur sur quelques projets. Tu peux en parler peut-être Thierry ou David Alors oui, c'est vrai que comme on a l'habitude en fait d'être que deux et de faire comme si on était quatre. Donc moi me concernant, je suis modérateur sur Celestia. Donc Ouais. beaucoup, je pense, ont dû déjà échanger avec moi puisque c'est un assez gros projet avec beaucoup de personnes qui sont sur le Discord ou sur le Telegram. Donc je gère et le Discord et le Telegram et également un autre projet qui s'appelle DWS, donc de web. Et également un autre projet qui s'appelle Dimension, qui est un projet de roll-up, un petit peu comme Celestia. Voilà, ça fait déjà 3 projets, ça fait déjà pas mal, ça occupe beaucoup. Oui, il y a de quoi être impliqué et passer du temps là-dessus. Ok. Voilà, c'est-à-dire qu'on essaye de rendre, de ne pas rester dans notre coin, Ouais. euh, et de dire, bon, ben voilà, on voudrait quand même euh, partager notre savoir-faire, aller au contact direct des gens qui peuvent devenir aussi nos clients, il faut se l'avouer, et puis ça nous permet de voir un petit peu ben, quelles sont les tendances. On essaye de donner des astuces techniques pour les gens qui essayent de démarrer dans les nodes et de mieux comprendre notre métier, puisque nous, en tant que professionnels, bien sûr, tout nous paraît évident, mais pour ceux qui veulent se lancer un peu en amateur ou par passion de comprendre comment fonctionne un node, j'essaye d'être le plus pédagogue possible. Il y a aussi d'ailleurs pas mal de vidéos à ce sujet-là pour ceux qui veulent se lancer sur le YouTube de Avia One. Donc voilà un petit peu de notre relation avec qui est extra professionnelle en ce qui concerne les modérations avec différentes blockchains. D'accord. Et si on revient un petit peu au métier de validateur, ou plutôt non, à la valeur ajoutée des validateurs que vous êtes, est-ce que vous avez des particularités en tant que validateur? Je ne sais pas, est-ce que vous maintenez des services qui sont particulièrement utiles, soit aux délégateurs, soit aux autres validateurs, soit aux blockchains, des services informatiques, hein? Je comprends. Ouais. On maintient des services comme par exemple des snapshots qui permettent de faire des redémarrages de blockchain en urgence. Un snapshot, en fait, c'est une image de la blockchain à un moment donné. Et donc là, on peut utiliser cette image pour démarrer un node vraiment très rapidement. On maintient ce type de service, des services RPC ou accès avec une API. On maintient un certain nombre de services. Ouais, mais c'est un élément super important. On le retrouve souvent chez les validateurs, mais ça montre aussi C'est vrai. le niveau à la fois d'implication, mais on peut dire aussi ça explique bien aussi l'importance critique des validateurs, au-delà de valider seulement, mais il y a aussi d'autres choses que vous fournissez. Par rapport aux délégateurs, qui normalement devraient être la majorité de notre audience, même si certains d'entre eux peut-être sont des wannabe validateurs, c'est quoi un peu votre portrait robot, quoi, vos spécificités en tant que validateur, peut-être votre philosophie pour ce qui est des votes ou vos manières de faire, vos points clés, peut-être, est-ce que vous avez des garanties spécifiques? Est-ce que vous avez envie de nous parler aussi de certains points clés pour votre hébergement qui seraient autant de clés de lecture importantes pour les auditeurs? Je fais volontairement une question longue pour vous laisser piocher dedans, hein. Comment vous gérez la double signature? Est-ce que je pense que vous avez des choses à dire là-dessus? Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces délégateurs? Là, ça fait au moins 10 questions. Bah Donc, ouais, mais je c'est te comme laisse ça en que tu vas choisir faire un une. speech pour un délégateur. Choisis Thierry ce qu'il dit. Ok. Voilà. Choisis. Damien, tu veux choisir une question ou j'en choisis Ah, une? vas-y. Je crois que tu as déjà choisi. On va parler de la gouvernance, puisque je sais que euh, ça intéresse beaucoup de personnes. Donc, il y a quelque chose nous qu'on aimerait en fait pas faire évoluer, mais sur lequel on est assez attaché. C'est-à-dire que on considère qu'un validateur,
c'est une sorte d'intermédiaire entre ceux qui possèdent leur token et la blockchain. Et quand c'est le moment d'avoir un vote, on considère que c'est pas en fait vraiment au validateur de décider ce qu'on doit voter, mais le validateur, il doit se retourner vers ses clients et dire, bon alors, vous voulez voter pour qui? Et on va mettre en place un système de vote en interne, c'est-à-dire que tous les gens qui vont stacker à travers Avia One vont avoir la possibilité de pouvoir voter et de décider ensemble, donc de créer une vraie communauté à l'intérieur. C'est un peu une communauté dans la communauté. Par exemple, si on valide sur OKP4, eh ben, ces gens qui vont posséder des jetons de OKP4 vont pouvoir en fait former une communauté à l'intérieur d'Avia One, avoir quelques débats entre eux, pourquoi pas échanger sur le vote qui doit être réalisé. Certains pourront changer d'avis parce qu'on dit toujours qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Si le débat est constructif, bah, quelqu'un qui va arriver avec une idée un peu préconçue va pouvoir finalement changer d'avis et changer son vote et au final donc exprimer ce qu'il a envie de voter. Donc on cherche à le faire d'une façon le plus anonyme possible. Donc, on réfléchit à certaines solutions. Donc, pas trop en dire plus pour l'instant, mais c'est quelque chose qui est vraiment dans nos priorités qu'on aimerait sortir assez rapidement, de façon à ce que les gens qui délèguent chez Avia One puissent avoir un vrai pouvoir de vote, sans que ce soit le délégateur qui ait le dernier mot. Et est-ce que, comme certains validateurs, vous avez aussi peut-être une manière différente d'envisager votre importance dans le vote selon la thématique abordée? Je sais qu'il y a des validateurs qui nous disent si la proposal est vraiment une évolution technique, tu vois, ou passer à une nouvelle version de tel ou tel module ou de la blockchain globale, on est à l'aise pour voter. Si par contre ça concerne vraiment la gouvernance, est-ce qu'on veut accueillir tel ou tel asset, comment faut-il redistribuer les intérêts de la chaîne, etc. Là, on est mal à l'aise parce qu'on a l'impression de voter à la place des gens. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Comment vous gérez cette situation? Ben, le validateur, normalement, il doit donner son point de vue technique et sa connaissance avec ses compétences. Il doit exposer un fait, une situation sur le vote, mais le mot final, il est forcément à ceux qui délèguent sur le node. C'est pas au validateur d'avoir le dernier mot. Le validateur, c'est un intermédiaire entre la blockchain et les gens qui stake. Donc, on doit juste expliquer, ouvrir le débat sur l'ouverture du débat, essayer de concentrer les choses d'une façon qui soit technique et rationnelle, et ensuite de laisser les gens décider. On ne doit pas dire, ben voilà, vous devez voter pour ça ou pour ça. On doit dire, voilà, cette proposition va avoir cet effet si on vote oui, elle aura cet effet si on vote non. Maintenant, à vous de décider de parler entre vous et de faire un choix sur qu'est-ce que vous voulez qu'Avia One vote. Ouais, donc vous, votre posture, c'est plutôt de dire, dans tous les cas, reproduire le consensus de vos délégateurs qui ont voté, quoi. C'est ça. En tant que vote. OK. Même si le C'est ça. sujet, je te dis n'importe quoi, il est ultra technique et on pourrait penser que les délégateurs ne savent pas ce qu'ils font quand ils votent. Mais tant pis, c'est la démocratie, on respecte la C'est voix des ça. délégateurs. OK. C'est ça. Très bien. Très clair, merci. Mais j'allais quand même enchaîner sur une question qu'on a laissée de côté, mais qui est un peu obligatoire. Je pense qu'il va aussi dans le sens de les valeurs que vous semblez dégager en tant que validateur votant. J'imagine on va les retrouver aussi d'une certaine manière dans votre approche de la garantie technique. Et nous, on tient à systématiquement demander aux validateurs comment ils hébergent leurs données. Parce qu'on sait qu'il y a un aspect critique et rappel pour les auditeurs. Par exemple, si un validateur ne respectait aucun standard de sécurité, de conception d'infrastructure, on pourrait se retrouver à ce qu'il se fasse voler sa clé privée et qu'on ait ces fameux hacks de double signature qui peuvent donner lieu au hard slashing, à la manipulation des votes et qui font chier tout le monde. Donc sur ce point-là, peut-être que vous pouvez nous faire un petit résumé rapide de vos spécificités, de ce que vous avez mis en place, s'il vous plaît. Alors, je vais répondre, puisque c'est plus la partie technique qui me concerne par rapport à Damien. Donc là, effectivement, c'est un vaste sujet. Mais concernant la sécurité, donc tous les serveurs qu'on utilise sont hébergés dans un data center en Allemagne, à Düsseldorf.
ils sont tous ce qu'on appelle en RAID 1. Donc RAID 1, en fait, ça veut dire qu'il y a 2 disques durs qui enregistrent en même temps les mêmes informations. S'il y a un disque dur qui casse, l'autre disque dur va automatiquement prendre le relais et ça laisse le temps de remplacer le disque dur qui est cassé pour qu'on ait en fait en permanence 2 disques durs. C'est ce qu'on appelle RAID 1 sur une machine. Donc déjà, ça donne la garantie d'avoir un uptime qui soit optimal en matière de serveur. Tu n'as pas une question sur la sécurité? Je répondrai à la question parce que c'est un vaste sujet. C'est quoi votre... qu'est-ce que vous avez mis en place pour éviter les hacks type double signature, donc pour décorréler vos validateurs de vos clés privées? Il y a par exemple, après c'est vrai que ça paraît basique, mais ça n'est pas forcément pour tout le monde. Par exemple, on voit beaucoup sur les Discord de gens qui s'essayent à monter des nodes et qui utilisent les serveurs à se connecter en mode root. Donc, c'est la première chose qu'on attaque quand on s'attaque à un serveur. Tous les serveurs, bien sûr, ne sont pas configurés en root. Le root est désactivé. Il y a un utilisateur qui est spécialement créé. La connexion sur cet utilisateur, elle se fait avec une clé SSH cryptée. Et donc, il n'y a pas de mot de passe. Donc, il y a une sécurité qui est renforcée déjà pour se connecter au serveur. Donc, on est déjà sur un niveau qui est loin d'un niveau débutant. C'est des serveurs qui sont dédiés, c'est-à-dire que pour essayer d'expliquer, il y a 2 types de serveurs. Il y a ce qu'on appelle les serveurs VPS, donc c'est Virtual Private Server, et après il y a le serveur dédié. Donc en fait, le serveur privé virtuel, c'est comme un serveur dédié, mais ce serveur privé virtuel va partager toutes les ressources d'une machine avec des centaines de personnes. Donc forcément, la puissance qui va être allouée sur chaque node va être répartie avec la puissance disponible avec les autres. Un serveur dédié, c'est une machine qui tourne spécifiquement, uniquement pour Avia One, qui coûte beaucoup, beaucoup plus cher et qui est entièrement dédié. Les ressources, ce soit disque dur, processeur ou RAM, sont dédiées entièrement aux nodes qui fonctionnent pour Avia One. Donc, on n'utilise bien sûr que des choses professionnelles et on n'est pas du tout dans le débat. Il y a aussi certaines personnes apparemment qui hébergent des nodes chez eux. Donc, moi, je trouve ça super, c'est-à-dire qu'on peut toujours s'essayer à démarrer quelque chose et il faut toujours débuter par quelque chose et on peut tout essayer. Après, quand on a la responsabilité, comme nous, de gens qui viennent stacker des tokens et qu'on se veut être professionnel, on doit bien sûr s'engager à avoir les serveurs les meilleurs, le mieux configurés, avec la meilleure sécurité. Ok, je reviens Ok. juste sur l'hébergement. Donc, du coup, tu disais hébergement Allemagne, serveur dédié. Donc, vous êtes chez Esner principalement. C'est ça. Ok. Je peux expliquer pourquoi, parce que ça peut aussi être intéressant pour les gens qui nous regardent de comprendre pourquoi beaucoup de validateurs sont chez Elsner, parce que en fait, c'est vrai que les serveurs, donc, comme je viens juste de le dire, ça coûte très cher. Elsner est vraiment très performant, a vraiment tout ce qu'il faut pour faire tourner les nodes à merveille, et que dès qu'on sort de ce cadre, on multiplie par 3, 4, 5, 10 les prix. Donc, c'est vrai qu'on peut toujours se dire, ça serait mieux d'être ailleurs parce que c'est pour la décentralisation. C'est vrai que tout le monde est pour la décentralisation, mais aussi il faut rationaliser avec le côté économique. On ne peut pas augmenter nos coûts de fonctionnement par 3. Si c'est comme si on disait en fait aux gens qui stakent chez nous, bon voilà, vous allez en fait nous donner 3 fois plus de commissions qu'avant parce qu'on a décidé de faire le choix de la décentralisation et d'aller ailleurs que chez l'hébergeur où on était actuellement. C'est pas rationnel. Donc, on est obligé d'avoir une constance économique et la constance économique, elle se fait chez Elsner, qui va vraiment très, très bien et sur lequel il n'y a pas grand-chose à changer. Ouais, et du coup, pour l'auditoire, si demain Etzner décide de faire avec les validateurs Cosmos ce qu'il a décidé de faire avec les validateurs Solana, qu'est-ce qui vous arrive? Il ne se passe pas grand-chose. C'est vrai que
on pourrait avoir un temps de moins d'1 heure à tout remonter ailleurs. Ben voilà, je pense C'est-à-dire que qu'en ça répond fait, à la question. mais c'est une bonne question, hein, et je trouve que la question, elle est pertinente. Mais en fait, il y a déjà un process qui est écrit. Donc, le process, parce que quand on est dans une situation de stress, c'est vrai que parfois, on peut avoir du mal à gérer son stress, c'est normal, et puis on veut faire au plus vite. Mais là, en fait, la procédure, elle est écrite. Donc, il y a déjà un compte qui est ouvert alors, chez un autre hébergeur qui s'appelle OVH, que tout le monde connaît, c'est un hébergeur français. On a déjà un serveur aussi qui est en attente chez OVH avec des choses qui sont prêtes à fonctionner, des choses qui sont prêtes à déclencher, avec toutes les procédures pour remonter tous les notes qu'on a. Il y a déjà toutes les documentations qui sont prêtes. C'est quelque chose qu'on a déjà envisagé et sur lequel on est totalement prêt à faire une migration en urgence et on sera probablement dans les validateurs les plus rapides à migrer Ok, donc vous parce avez qu'on prévu s'y est des préparé. sécurités de migration Mm, backup des serveurs mm. en cas de problème pour assurer les services de délégation. D'accord. Ouais, c'est important parce que c'est vrai qu'à l'inverse, on trouve des fois des validateurs qui ont plutôt une infrastructure beaucoup plus complexe que la vôtre en étant multi-hébergeurs. Mais effectivement, euh, du coup, oui, leur logique à eux, c'est plutôt de se dire on se redéploie pas facilement ailleurs, mais par contre, on est difficile à faire tomber globalement. Vous avez 1 heure de backup time. Ok, bon, écoutez, c'est très clair. Ça semble raisonnable. En 1 heure, les gens qui vont stacker sur nos notes vont absolument rien perdre. Donc, Oui, et vous risquez pas le jail non plus pour les gens qui nous écoutent et non, qui ne le savent pas. non, 1 heure de downtime, ça va jouer sur votre pourcentage d'uptime, mais ça va pas vous jail pour autant. Ouais. c'est ça. On n'ira même pas en prison. Ça nous donnera même pas le temps d'aller en prison. Donc, c'est quelque chose qu'il faut envisager. Après, c'est quand même peu probable, mais on ne peut pas dire que ça n'arrivera pas. Donc, la question, effectivement, Ouais, est toujours. complètement, c'est ça. Et puis ça peut être sinon Mm, une des grosses fibres qui sous-tendent l'Internet, parce qu'il faut quand même pas oublier que tout ça est dépendant de l'Internet, qui pourrait créer un défaut de peering ou je ne sais quoi. Enfin, mm, n'importe quoi peut arriver. mm, Mais vous êtes prêt à vous redéployer ailleurs rapidement. Il faut rappeler aussi aux gens que cette logique de snapshot, j'imagine, vous l'appliquez à vous-même. Donc, autrement mm, dit, vous ne perdez pas le travail que vous avez accompli si vous perdez vos mm. serveurs. C'est un truc. C'est Et les ça. gens. Et, ah oui, et puis dernier truc aussi, c'est bête, hein, mais je vais le redire, on ne sait jamais. Les gens, vous ne pouvez pas perdre vos tokens, hein, vous vous rappelez de ça. Que vous les Alors, déléguez, vous ne les donnez pas. C'est pas oui, ça que vous c'est faites. vrai que on doit le rappeler plusieurs fois et souvent que les gens qui prennent la décision de déléguer un token, c'est pas comme quand on met de l'argent chez FTX. Quand on met ces tokens chez FTX, quand FTX disparaît avec les tokens. Là, c'est pas la même chose. En fait, la propriété des tokens, elle est sur un wallet et elle reste, quoi qu'il arrive, sur un wallet. Donc, les personnes qui stake, elles ont leur wallet avec leurs tokens. Et quand ils délèguent ces tokens, les tokens, en fait, restent attachés à ce wallet. Donc, si le validateur vient à disparaître parce qu'il est devenu complètement fou ou que sa femme l'a quitté et qu'il est complètement déprimé et qu'il a coupé les serveurs parce qu'il était en colère, bah, pas de problème. Il y a une fonction qui s'appelle redelegate. Et là, en une fraction de seconde, on peut changer de validateur. Il ne faut pas mélanger alors cette fonctionnalité qui consiste à récupérer ces tokens pour pouvoir les vendre, qui effectivement peuvent prendre un petit peu plus de temps, mais par contre la fonction redelegate, elle est instantanée, donc on peut changer de validateur très très facilement. Ça veut dire que donc les tokens qu'on va staker chez un validateur, c'est comme si on allait les louer. On va louer des tokens à un validateur. Le validateur, lui, en fait, va en retour donner donc un, donner un rendement et le validateur, lui, va prendre une commission. Donc, stacker des tokens, on ne peut pas perdre ces tokens. C'est Oui, vraiment parce que la important propriété reste aux wallets de bien et à comprendre ça, l'adresse parce native. que voilà, Yes. Ok. parce que ça reste sur le wallet, en fait. Quoi qu'il arrive, quand on délègue les tokens appartiennent toujours au même wallet. Alors que quand on met de l'argent chez Binance ou chez FTX, là, les tokens
ils sont chez Binance et FTX. Donc, c'est pas pareil quand on stake. Stake, c'est moins risqué. Et je sais pas d'où ça vient justement cette idée de perdre des tokens, que c'est vrai qu'elle est assez récurrente sur la toile dès qu'il y a un validateur qui fait une erreur ou qui fait quelque chose de mal et qui est slashé par exemple, les gens ont souvent, l'impression qu'ils vont perdre une partie de leurs tokens qu'ils ont délégués chez ce délégateur Bah, alors je pense qu'il y a déjà, il y a un problème, c'est que c'est enfin, il y a un problème, non, c'est pas un problème, mais c'est le même mot, slashing, que tu te fasses slasher une position dans la défi où tu as fait un emprunt sous-collatéralisé, par exemple, donc je rentre pas dans le détail parce que c'est pas le propos de la vidéo, mais éventuellement ta position ne tient plus et on vient te la slasher et tu as certains protocoles qui vont la slasher salement, quoi. Et peut-être que pour les gens qui ont vécu ça, comme c'est le même mot, pour eux, c'est forcément un résultat comparable. Alors qu'effectivement, il y a 3 types de choses qui peuvent arriver quand on délègue à un validateur. Soit on gagne normalement ses fees, soit il est jailed avec un soft slashing, donc éventuellement une toute petite partie du capital peut être mangée par la blockchain, et en règle générale, on vous rembourse parce que le soft slashing, c'est que votre validateur, il a manqué trop de blocs, donc autrement dit, son validateur est un peu dans les choux. Donc en règle générale, il assume ça un peu comme un frais d'hébergement, et de toute façon, c'est des frais modiques. Soit on se fait hard slasher, et donc là, c'est peut-être qu'on a été down pendant une semaine ou qu'il s'est passé un gros truc. Des fois, d'ailleurs, ça peut se faire par erreur, on en entend souvent parler. La Là, double effectivement, je crois validation que de bloc également. bah, par exemple, voilà, si on s'est fait piquer, si on s'est fait pirater, mais il y a aussi plein d'autres cas où des fois ça vient simplement d'un bug du software de validation lui-même. Et donc, là où il me semble que c'est 5% les hard slashing, c'est ça, hein, vous me dites si je dis une connerie? Jusqu'à 5%, je crois, de mémoire. Ouais. Jusqu'à 5%. Donc là, pour que tout le monde comprenne, tous les tokens qui étaient stockés sur le validateur, il y a 5% qui sont mangés par la blockchain. Et ça, c'est le plus grand de tous les risques. Et ça, pour celui-là, pour que ça arrive, ça, faut y aller quand même. C'est assez rare. Donc, c'est même, c'est très très rare. Enfin, j'ai pas l'équivalent des doigts d'une main de cas qui me reviennent là sur le Cosmos. Le risque est plus probable de perdre ses tokens chez FTX que Et le cas tout simplement qu'on même vit de les perdre soi-même. C'est-à-dire le risque est plus probable que Mm. à vous préoccuper de tout ça, vous perdiez le papier de votre seed phrase ou que vous parliez un petit Ouais. peu trop de vos tokens à quelqu'un à qui il fallait pas en parler, par exemple. On fait Donc, bien C'est de ça. le rappeler et de faire la distinction du slashing, puisque c'est un mot générique, tu fais bien d'en parler de mandat et de ne pas ouais. confondre avec de la perte de liquidité sur d'autres systèmes de Ouais, yen ou de tout à fait. Il faut vraiment comprendre que collatéralisation. la signification du mot délégation, hein, délégation ne veut pas dire don ou prêt. Mm. C'est délégation. On délègue en fait C'est ça. un pouvoir de votation qui est représenté par les tokens qu'on possède. Mm. Voilà. Pour faire ça vraiment, vraiment clair, c'est un petit peu, en fait, le wallet, c'est le compte courant qu'on a à la banque. Et puis, le validateur, bah, c'est un peu le compte épargne. Et donc, on a deux solutions. Quand on a de l'argent à la banque, soit on laisse toutes ses liquidités sur le compte courant, soit on laisse une partie de ses liquidités sur le compte courant et une autre partie sur le compte épargne, qui est sans risque et qui rapporte un petit peu d'argent. Bah là, c'est un peu la même chose. Quand on a en fait des tokens dans son wallet, on peut en garder une partie et on peut les stacker. Les stacker, c'est un peu la même notion que le compte épargne. Yes. J'aimerais qu'on aborde également, je pense qu'on a déjà fait un bon tour d'horizon, concernant Avia One et je dirais la projection, 6 mois, 1 an, voire plus. Bon, quelle est votre vision d'Avia One, de votre roadmap en clair, quoi. Alors c'est toujours difficile de faire des roadmaps dans la crypto parce que, ça évolue vite et Ouais. donc nous, si tu veux, on a plus une position de s'adapter très vite. Donc, on s'adapte mais notre vision là, pour cette année, je te l'ai dit par rapport à se rapprocher des blockchains, Ouais. à faire tout un travail de marketing autour de Avia One et du service, qu'on veut proposer. Mais après, nous, on est flexible, on s'adapte, on est curieux. Donc, voilà, la roadmap, je pense, sur 1 an en crypto, je pense elle est honnête. Voilà, Yes. Oui, puis elle va évoluer au fur et à mesure du temps et à prendre en compte exactement. aussi votre historique Ça et va le temps de se évoluer, déployer techniquement. Puis justement, sur exact. cette année, une première phase de marketing, de connexion et autres avec les différents projets. Ok. En parlant de projets, Là, là, justement, là,
Ouais, vas-y Thierry, je t'en prie. En fait, sur la roadmap qui est à 2023, il y a quelque chose qui est important pour nous. En fait, c'est d'essayer d'être proche de nos clients, de faire en sorte qu'on ne fasse pas de la délégation de masse, mais qu'on soit disponible. Si les personnes ont vraiment une question à poser, ils peuvent la poser. On a un Telegram, on a un Discord pour ça, pour être vraiment au plus proche de nos clients. Pour certaines personnes qui ont fait des délégations qui sont quand même assez conséquentes et qui nous font confiance, il y a un système de monitoring privé. Donc, on peut les connecter directement sur un monitoring et ils vont savoir en temps réel, en fait, si le node fonctionne bien. Et on a envie, en fait, de proposer ce genre de choses pour être vraiment au plus proche de nos clients, de rendre le meilleur service possible. Ok, vous mettez l'accent sur la proximité avec vos clients, donc vos C'est délégateurs. ça. Ok. C'est ça. On veut pas faire de la masse. On veut vraiment essayer de faire de la proximité et d'être proche des gens qui nous font confiance. Et en toute interactivité. Ok. En termes de projet, Mm. si je devais demander votre avis sur les projets à venir dans l'écosystème Cosmos qui retiennent votre attention, pas forcément sur ceux sur lesquels vous êtes, enfin comme vous voulez, hein, pas forcément sur ceux sur lesquels vous êtes en tant que validateur, mais des projets dans l'éco. Et il y en a un. Donc, c'est vrai qu'en général, ben, les projets sur lesquels euh, c'est qu'on- on est toujours, on essaye toujours d'être validateur sur les projets sur lesquels on croit. Ouais. Bon, c'est vrai que des fois, on n'y arrive pas, mais d'ordre général, on y arrive. Donc, il y a aussi quelque chose qui retient souvent mon attention, c'est qu'il y a l'euphorie de la crypto-monnaie. Et comme j'en ai depuis 2017, donc je vois toujours ces vagues hein, avec toujours une vision sur les 2 ou 3 prochaines années. Et c'est vrai qu'actuellement, on voit naître quelque chose qu'on a vu sur la Binance Smart Chain avec l'écosystème Cosmos et le farming, avec tout un système qui se met en place du stack, du surstack, du restack hein, et du mégastack. Donc, on sait que ces choses existent. Après, on aime bien garder quand même les pieds sur terre et rationaliser les choses et aller vers des projets qui sont plutôt dans disons qu'avec un minimum de risque, hein, c'est-à-dire que un projet qui va être basé sur de l'optimisation maximale, de créer des tokens, de stacker, surstacker, comme ça me fait rire de dire ça, et donc d'avoir ce concept de farming. Si on doit le faire, on sait le faire, mais il y a des projets qu'on aime bien, comme par exemple Damien a parlé de Bitcana, parce que Bitcana, c'est un système de paiement dans la vie réelle, donc on peut interagir avec des vrais gens. Il y a aussi le projet Aura dont je vous parlais en début de cette interview, qui est un projet qui est backé par une grosse puissance financière vietnamienne qui a vraiment, vraiment les moyens d'aller plus loin, même en cas de coup dur. Il y a des il y a des grosses finances qui peuvent pousser le projet. Et donc, c'est une NFT marketplace. Il y a des projets comme ça sur lesquels, oui, on va se battre, mais en général, on se bat pour les projets sur lesquels on valide. Damien, il y a un projet sur lequel toi, c'est les roll-up, je Ouais, crois. Hmm. ouais, les Et roll-ups Tatata. avec dimension, beaucoup de potentiel avec dimension, mais j'aurais un faible pour OKP4 avec leur Dataverse, où ils veulent décentraliser la data pour que tout le monde soit propriétaire de sa data, puisse gérer à qui on veut donner sa data et comment on veut être rémunéré pour que les autres puissent avoir accès à cette data. Et je pense qu'il y a un gros potentiel derrière ça. Donc OKP4, ouais, gros potentiel. On les attend, on est pressé qu'ils arrivent en mainnet. On va sortir un nouveau concept bientôt là et OKP4 va être notre premier cobaye. Donc Ouais. on a un truc sous le chapeau avec OKP4 à vous présenter bientôt pour Ok. comprendre Ah mieux le bah concept. super. Ouais, Eh ben, vous nous en parlerez par la suite. Hein, c'est un ouais, bon c'est sûr. teasing. Est-ce que à l'avenir, vous envisagez d'être validateur de projets en dehors de l'écocosmos? Parce qu'on parle Cosmos, on est à fond Cosmos, mais est-ce que éventuellement, à un moment donné, vous envisagez d'aller sur d'autres échos, autres chaînes? On ne sait jamais. Non, Non?
Pas à ce jour, hein, pas de. C'est vrai. Vous développez Non. sur Oui, parce que l'Ecocosmos et alentour EVM, Si tu veux être bon, Rollup, etc. si tu veux être bon, il faut rester focus. Et déjà, l'univers Ouais. Cosmos est tellement vaste, est tellement rempli de gens passionnés, passionnants, qu'on ne va pas s'amuser à aller chercher autre part du jus de cerveau. Je veux dire, on a déjà beaucoup à faire avec Cosmos. Et pour le moment, non. Moi, non. Je Ok, pense on est raccord avec Thierry là-dessus. Cosmos, c'est le. absolument, absolument. très bien. Donc Ok, Avia très One bien. est un validateur de chaîne de l'écosystème Cosmos. Ouais. Ok. Bon, bah, C'est écoutez, je ça. pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Ça permettra à chacun de se forger donc un avis sur Avia One. Quelques petits rappels. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes également. On vous les mettra en suggestion dans la vidéo. Donc notamment sur la base de délégation et gouvernance, et également sur d'autres validateurs qu'on a pu aussi interviewer, Imperator, Crossnet et bien d'autres encore. Vous êtes toujours les bienvenus sur notre commu, sur notamment Discord, sur lequel on se fera un plaisir de vous accompagner, de vous aider, de discuter avec Merci. vous et d'échanger avec les différents validateurs, dont Avia One, qui se feront un plaisir d'échanger avec vous. Merci à Absolument. vous deux pour cette Super. interview, Merci. cet entretien. Merci Mandawan. Et je vous dis à bientôt pour Merci une à prochaine vous. vidéo. À bientôt. Merci. À bientôt. Salut.